Cocopelli a été créé il y a presque 20 ans maintenant et Cocopelli a commencé réellement avec une poignée en fait, de militants. Et aujourd'hui, on compte près de 12 000 adhérents. Donc évidemment, oui, ça va dans le bon sens. Il y a une réelle évolution, mais qui est à mon sens, et je ne peux pas m'empêcher de le dire, beaucoup trop lente en fait. Parce que Cocopelli a 12 000 adhérents, c'est inexistant sur le tableau global en fait, planétaire de l'agriculture. On est d'accord, 12 000 c'est absolument rien. Après, on a des dizaines de milliers de sympathisants qui commandent leurs graines chez nous, etc. Donc c'est une double prise de conscience. C'est une prise de conscience pour la planète, entre guillemets, mais surtout pour la santé et pour le goût. Et en fait, de plus en plus de monde a envie de pouvoir se nourrir sainement. En fait, c'est aussi simple que ça, sans même une action militante qui va aller au-delà de ça. Et déjà, rien que ça, c'est une évolution, mais c'est pas suffisant encore. La question de rendement sur les variétés modernes, sur les hybrides F1, en fait, quand on regarde, on a l'impression que les agriculteurs qui utilisent ces variétés font plus de rendement et c'est des variétés hyper productives, etc. Mais en fait, c'est totalement faux. C'est totalement faux parce qu'on regarde que le secteur économique. On regarde que les rendements de matière, le tonnage à l'hectare, les quintaux qu'on va sortir de blé, de maïs, etc. Et on regarde jamais les nutriments. Et on regarde jamais en fait ce qui va vraiment nous nourrir ou ce qui va vraiment nourrir le bétail. Et évidemment, quand on calcule ces rendements-là, les variétés anciennes, les variétés libres, elles ont un rendement qui est vraiment nettement plus élevé. Et en fait, donc, on se bat pour la préservation des semences libres et reproductibles, mais aussi pour l'accès aux plantes médicinales et pour la préservation des sols, de l'humus. Une graine, aussi libre soit-elle, si elle n'a pas un sol fertile pour pousser, c'est qu'un embryon de vie sans futur. Dans les sociétés occidentales, on a tendance à tout brider et à brider aussi l'accès à des méthodes de soins psychologiques dont on aurait fortement besoin. Surtout en France, on est les premiers consommateurs d'antidépresseurs. Nos civilisations sont basées sur un mode sédentaire, donc sur une agriculture. Donc si vous n'avez pas de semences, vous n'avez pas de micro-HF, vous n'avez absolument rien, parce que toutes nos civilisations occidentales sont basées sur la semence. Donc la semence, qui est supposée être un symbole de vie, de partage, d'abondance, comme le dit Vandana Shiva, est en fait devenue quelque chose de totalement verrouillé. Évidemment, quand on verrouille la base d'une chaîne, on verrouille tous les maillons qui sont derrière. Donc c'est vachement important de reprendre conscience que la semence, c'est pas juste une graine, c'est pas juste un pépin qu'on va mettre à la poubelle ou dans le compost, c'est la base. Pour illustrer l'abondance de la nature avec ses semences, c'est la laitue. Si vous prenez une laitue, vous la laissez monter à graines, elle va vous donner la première année 8000 graines, en moyenne. Certaines, elles vont donner 5000, certaines 12 000. Donc, une laitue, de 1 à 8000 en une année. Vous refaites ça pendant 3 ans, vous aurez 512 milliards de graines. Vous faites ça pendant 5 ans, vous allez avoir de quoi couvrir la planète entière en laitue. Si on réapprend à travailler en coévolution avec la nature, en fait, à rebénéficier de ce qu'elle nous offre finalement gratuitement, et c'est ça en fait la solution de la faim dans le monde. C'est absolument pas les OGM ni les nouvelles technologies agricoles. D'ailleurs, c'est facile de prendre les courbes, de regarder les technologies agricoles qui font que s'enflammer, monter, des plus gros tracteurs, des GPS, des semences, des produits phyto, etc. La courbe des cancers qui monte en même temps et la courbe de la famine qui monte en même temps. Comment on en est arrivé là en fait, et Jean-Pierre Berland, il le dit encore très clairement, l'agriculture, notre agriculture, elle est basée sur une agriculture de guerre. Donc dès qu'on voit une mauvaise herbe, on tire un insecte, on tire, on fait la guerre à tout. Mais en fait, c'est pas pour rien que cette agriculture est basée sur une agriculture de guerre, c'est que cette agriculture est réellement basée de la guerre. Donc la demande, après la guerre, c'était pas produire plus, c'était adapter une agriculture aux industries qui étaient déjà en place et qui devaient recycler leurs usines dans quelque chose, et en l'occurrence dans l'agriculture. Qui dit industrie, dit évidemment standardisation. La nature, par définition, n'est pas standard. Donc ça, c'était leur premier problème. Le deuxième problème qui est lié, c'est que la nature, par définition, se reproduit gratuitement. Et ça, quand on essaye de mettre un système mercantile en place, c'est une catastrophe. Vous imaginez un vendeur de chaussures avec des chaussures qui se reproduisent gratuitement sur une étagère. On est d'accord, ça ne tient pas. Et en fait, les semences, c'est exactement la même chose. Si le paysan peut ressemer, les maraîchers peuvent ressemer leurs semences, le business, il ne fonctionne pas. Mais tout ça, c'est pas mis dans la balance. Ça devrait être mis dans la balance. Et ça devrait venir se déduire du rendement. Et là, on se rendrait compte qu'on a évidemment tout à gagner à passer toute l'agriculture sur des vraies variétés, et surtout qui n'ont pas besoin de produits chimiques. Et il y a un autre souci, évidemment,
Et là, c'est pour ça que selon moi, les taxes, c'est une solution, mais ça n'en est pas une parce qu'on n'a pas le temps de taxer, en fait. Là, on a des urgences écologiques qu'il faut traiter maintenant. Il y a quelqu'un qui voit ce que c'est, ça, à gauche. Là. Alors, c'est pas en Nouvelle-Zélande, mais c'est ça, c'est l'agriculture pour les vaches. C'est aux États-Unis, c'est dans le Kansas. Ça s'appelle Garden City. À droite, vous avez un zoom des champs qui sont là-haut, que j'ai fait sur Google, pareil. Ça, c'est des champs au bout d'une quinzaine d'années. C'est du sable. Mais du sable, hein, du sable le même que vous allez trouver dans le Sahara. Donc en fait, ces méthodes agricoles, et il ne faut pas penser que parce que c'est à l'autre bout du monde, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne entièrement parce qu'avec la mondialisation, ce qui se passe à l'autre bout du monde aux États-Unis se passe dans notre assiette à l'heure actuelle. Donc ça nous concerne. Donc ça, c'est l'image de la désertification. Et en fait, c'est les systèmes d'irrigation. Le professeur Pimentel aux États-Unis, l'étude qu'il a fait, c'est que pour 1 kilo de bœuf, cette agriculture-là, elle consomme entre 20 000 et 100 000 litres d'eau pour 1 kilo. En France, on est entre 15 et 18. Ok ? Donc, ça représente 3 ans de douche quotidienne pour manger 1 kilo de bœuf. Quand vous allez au Brésil, que vous allez aux États-Unis dans l'Iowa, que vous allez en Nouvelle-Zélande, etc., c'est des champs des fois qui font 4000 hectares d'un tenant. Ça, c'est ce qui nourrit la planète à l'heure actuelle. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans les produits transformés, dans les paquets de pâtes, dans les farines, etc. Ça, c'est ce qui nourrit la planète. Et le problème, c'est que ce sol-là est mort. Il est mort parce que ça fait depuis les années 30 qu'on le laboure, qu'on met des pesticides dedans, etc. Mais voilà, ce type de projet, en fait, ce qui est à l'écran là, pour nous, c'est un début de solution. Là, vous avez une image d'un sol, donc là, c'est en milieu subtropical, mais on peut faire la même chose à plein d'endroits, en fait, d'un sol qui est respecté, d'une biodiversité, d'un écosystème vivant, en fait, et qui s'autosuffit généralement. Pour recréer de manière naturelle quelques centimètres d'humus, il faut une cinquantaine d'années. Donc heureusement, il y a tout un tas de techniques agroécologiques, la permaculture, etc., mais qui ont tendance à s'appliquer sur des beaucoup plus petites échelles, ce qui est vachement intéressant aussi. C'est pour ça qu'un des projets que j'aime beaucoup, qui se développe en France, c'est les micro-fermes, parce qu'effectivement, c'est une solution, c'est la solution qui paraît la plus viable. Ça veut dire de redonner la possibilité à un agriculteur d'entretenir ces terres, en fait. Parce que si vous avez 500 hectares, 1000 hectares, 2000 hectares, 10 000 hectares à entretenir, vous ne pouvez pas descendre de votre tracteur. La seule chose que vous pouvez faire, c'est conduire un tracteur, les envoyer avec les GPS, etc. Alors que sur moins d'1 hectare, vous pouvez entretenir le sol. Vous pouvez replanter des haies, avoir une agriculture de biodiversité qui va amener tout un tas d'auxiliaires qui vont s'occuper des ravageurs, etc. Enfin, on peut s'inscrire dans un cercle vertueux. Du coup, en tant que consommateur, ce qu'il faut surtout, c'est faire du lobbying. Du lobbying dans les magasins, du lobbying chez les maraîchers, dans les AMAP, et accepter, de les soutenir en tant que producteurs dans des démarches positives, dans reconstruire leur ferme, pourquoi pas aller aider, etc. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent. Mais ça demande un effort, ça demande une implication, un effort qui va au-delà de simplement aller remplir le caddie dans des rayons et revenir à la maison, faire sa vie, quoi. Et du coup, en fait, c'est ça, je pense, la réelle difficulté qu'on a, c'est que ça demande une implication, mais une implication au-delà du portefeuille du consommateur.